Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien a réellement tout fait, tout concocté, tout entrepris pour tenter d'étouffer le Hirak dans l'œuf, puis de le contraindre, de le réprimer, de le subvertir pour le récupérer, pour en faire son Hirak al-Mubarak, son Hirak al-Asil, son Hirak al-Asli. Et dans le même temps, il n'y a pas eu de jour où il n'a pas tenté de l'infiltrer, de l'intoxiquer, de retourner ses activistes les plus visibles, de tenter de les corrompre, de les dresser les uns contre les autres, et autres manœuvres du genre. Il s'est servi de tout et de n'importe quoi pour l'étouffer. Ce Hirak dont il nous dit pourtant qu'il est al-Mubarak. Il s'est servi du Covid, de l'épouvantail islamiste, du drapeau amazigh, de la main étrangère, d'une menace terroriste, d'un voisin menaçant. Mais de guerre lasse, il n'a rien pu faire. Mais ce qui le distingue le plus dans sa fuite en avant et dans son déni d'une réalité qu'il refuse furieusement d'admettre, est qu'il aurait pu profiter de ces moments de flottement du Hirak pour amorcer une initiative de vraie transition, pour pouvoir négocier les conditions de son départ et épargner au pays une exacerbation de la situation qui pourrait, à très court terme, faire dégénérer la contestation politique en front social très volatile, très explosif. Et c'est précisément ce qui vient de se produire dans le sud algérien, dont personne n'ignore le sort atroce fait à ces populations démunies de tout et victimes d'une véritable ségrégation. Elles viennent, ces populations, de dire à la face du monde, et de plus en plus fort, qu'elles ne reculeront plus et qu'elles n'accepteront plus d'être ainsi méprisées sur leur propre terre. Et c'est cela que la magie du Hirak a réussi à produire. L'union de tous les Algériens contre un même ennemi, pour une même Algérie, pour un véritable état de droit, où le droit, la justice et la citoyenneté ne seront plus de vaines paroles. Et plus ce régime usera de subversion, plus les Algériens seront en synergie, parce qu'il y va de l'avenir même de leur nation. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers une union que nul ne pourra briser. Et c'est cela que ce régime vient de provoquer contre lui-même, puisqu'il est dans une telle improvisation et une telle incompétence qu'il apporte lui-même de l'énergie et de plus en plus de détermination à ce Hirak qu'il croit pouvoir briser. Et ainsi, chaque jour un peu plus, de par sa nature même de régime prédateur, oppresseur, mortifère, il gonfle les rangs du Hirak, jusque dans ces régions enclavées, loin de tout, coupées du monde, que le souffle du Hirak n'avait pas encore ébranlé et qui se soulèvent aujourd'hui pour rejoindre les autres régions d'avant-garde. C'est aujourd'hui le cas de nos compatriotes du Sud. Et ce sera peut-être le cas de demain, vendredi 126, qui va peut-être annoncer un nouveau tournant dans le Hirak en marche. En tous les cas, pour nombreux parmi les observateurs qui scrutent attentivement les horizons algériens, il semble bien que si cet été est celui de la maturation pour un Hirak qui se régénère, c'est aussi celui de la fermentation pour un système en totale décomposition.
Algérie, l'été de la maturation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Sanhaja Akrouf, militante politique ACDA. Merci Sanhaja d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Saïd Aknin, militant politique. Saïd, merci d'être là. Merci beaucoup Jamaldine pour l'invitation. Depuis Alger, Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Mes salutations aux invités, aux téléspectateurs du Maghrébien. Merci beaucoup. Belkacem Naïd Saleh, avocat, militant des droits de l'homme depuis Wahran. Belkacem Naïd Saleh, merci d'être avec nous. Merci à vous, à vos invités. Merci. Alors, nous allons commencer par Maître Issa Rahmoun. Issa Rahmoun, cette libération à l'occasion du 14 juillet, un lapsus. Donc, une libération de 101 détenus, nous dit-on, qui ont commencé à être libérés à la suite d'une grâce présidentielle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Issa Rahmoun? Vous entendez? Allô? Allô, vous avez entendu la question? Oui, j'ai... Allez-y, je vous en prie. Donc, effectivement, c'était le jour du 14 juillet, comme disait l'autre, le jour du 14 juillet, la musique qui ne marche pas, cela ne me regarde pas. La musique qui marche au pas des militaires, de la junte militaire, du régime militaire algérien, a encore violé une règle d'éthique et de déontologie de droit. Parce que les événements les plus importants dont la présidence organise ses grâces présidentielles et machine la clémence, et c'est pas la clémence, parce qu'il y a une déviation sémantique très grave. Il s'agissait d'une grâce présidentielle et pas d'une clémence du président. La clémence, c'est le propre des rois, des royautés qui sont cléments vis-à-vis de leur population. Mais une grâce présidentielle est la substance elle-même du droit positif d'une république qui se respecte. Le chef de l'État a effectivement accordé cette grâce présidentielle à 101 détenus du Hirak. Une grâce avec on est très content, très heureux que nos enfants retrouvent leur famille, leur foyer, leurs enfants, leurs parents. Mais il faut savoir, dès le départ, on disait que c'était des arrestations arbitraires, que toute la procédure de poursuite, de présentation, d'instruction, de jugement, de comparution devant les tribunaux était arbitraire. Et toutes les accusations faites à l'encontre de ces militaires du Irak et la négation du droit. Réellement, on est content le fait qu'ils soient libérés, mais on n'est pas content quand le droit est violé, quand le concept du procès équitable est violé par le chef. Mais cette grâce ou cette clémence, comme ils disent eux, a touché, nous dit-on, pas seulement des personnes qui sont incarcérées, mais des personnes qui sont sous contrôle judiciaire, en liberté provisoire. Est-ce que c'est bien ça? Vous confirmez? Tout à fait, je confirme cette procédure, chose qui est quand même une jonction dans le travail de la justice, et ça nous renseigne davantage de la non-indépendance de la justice. Parce qu'une affaire qui est pendante devant le juge instructeur, il faut attendre que le juge d'instruction liquide son dossier, يدير له وجه المتابعه ولا الانتفاء وجه الدعوه ولا un non-lieu ولا il renvoie devant le tribunal correctionnel. Ça nous renseigne de l'injonction de l'exécutif dans les affaires de la justice, dans le judiciaire, mais aussi de la gravité de cette décision sur le plan juridique. Mais sinon, sur un plan humanitaire, on se réjouit. Oui, bien sûr. Rejoindre leur famille. Évidemment. Mais Belkacem Naïd Saleh, maître Belkacem Naïd Saleh, sur ce plan,
Bien sûr, nous nous réjouissons que nos compatriotes puissent être élargis ou libérés, ou même, j'allais dire, l'objet d'une clémence, hein, un peu comme si. Mais normalement, en termes juridiques, on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné. C'est la grâce, en principe, c'est le dernier recours après le dernier recours. On ne peut gracier que les gens qui sont définitivement condamnés et qui n'ont pas entrepris de recourir à une autre voie d'appel. Ben, tout d'abord, il faut être précis. Je me joins à vous ainsi qu'à Maître Rahmoun pour dire que nous nous réjouissons. Il n'y a pas un Algérien qui aime ce pays et qui aime ses frères et ses sœurs qui ne soit pas réjoui. La question que vous posez est pertinente. On parle de clémence. Et ce terme-là et ce concept-là n'existe pas dans le code pénal. Alors, par cette clémence, on vient de démontrer que la justice, elle est soumise. Elle n'est pas indépendante et que tout ce qui a été fait suite à la partie qui a ordonné la détention, c'est elle qui a voulu libérer ces victimes, je dirais, de l'arbitraire. Ils n'ont rien commis. C'est une autre atteinte à la justice, une autre atteinte au droit, une autre atteinte à la Constitution. Et à partir de là, vous ne pouvez pas trouver une explication logique, si ce n'est que c'est une fuite en avant. On essaye de détourner ce qui se passe dans le Sud et la question de la citoyenneté qui se passe. Et je pense qu'on reviendra dans cette émission sur ce sujet-là, en essayant de faire clémence. Et je ne sais pas, cette malheur, elle sert à quoi? Nous avons dit dès le départ que ce genre de manière n'est pas opérant. Cette fois-ci, le peuple pose une question pertinente qui est la souveraineté populaire, la citoyenneté, et c'est une question de dignité. Alors, à partir de là, à travers l'ex-ministre de la Justice, on a voulu, ce qu'on sait faire en Algérie depuis 59 ans, utiliser la répression duellement avec la justice pour soumettre le peuple, pour soumettre les élites, pour essayer d'étouffer la contestation, qui est une contestation de dignité et d'honneur. Alors, ce genre de mesures qui sont devenues sélectives. Moi, aujourd'hui, je suis allé voir au pôle judiciaire d'Oran concernant des gens qui sont en détention, et on m'a dit qu'ils ne vont pas bénéficier de cette grâce. J'aurais aimé que le pouvoir réel puisse faire un acte d'apaisement en relâchant ces victimes de l'arbitraire et les faire rendre à leur famille pour essayer de passer un Aïd el-Kbir entre la famille. Je reste dans cette amertume-là. Malheureusement, c'est mon pays, ça me fait mal, et je vous dis que je ne suis pas heureux de voir où est-ce qu'on est arrivé. Ça veut dire l'Algérien, quand il pose la question de la dignité, on le soumet, on l'emprisonne. La prison ne réglera aucun problème. Elle fera aggraver la situation. Nous voyons tous les jours l'arbitraire, nous sommes en contact et nous sentons la douleur, les pleurs des gens qui sont emprisonnés à tort. Il n'y a pas de plus insupportable que de voir un innocent emprisonné à tort. Et restez avec nous, Belkacem Naïd Saleh. Alors, Senhaja, ils ont quand même beau jeu, ces gens. Hein. Ils incarcèrent des gens juste parce qu'ils manifestent pour la liberté, pour le droit, pour un état de droit, pour une démocratie. On les met en prison pour, disent-ils, attroupement non autorisé. Et après, ils décident de les gracier, de les faire bénéficier de leur clémence, de leur mansuétude. Ça veut dire quoi, ça? Moi, d'abord, je pense que ce pouvoir, il est beaucoup plus machiavélique qu'on croit, quoi. Donc, c'est de la revendication du Hirak où on demandait le départ, le changement radical. Le Hirak, enfin nous on fait partie du Hirak, que ce soit Saïd ou moi sur Paris, il nous emmène quasiment 80% des revendications du Hirak aujourd'hui, c'est pour la libération des détenus. Alors qu'au départ, c'est quand même le départ,
Et donc ça, c'est quand même une manœuvre extraordinaire qu'il faut reconnaître, cette capacité machiavélique de ce pouvoir et antidémocratique. Après, moi, j'ai envie de dire cette histoire ça me fait penser à un voleur, il dit يسرقك من الدار يدي لك télévision والغدوه يرجعها لك انت تولي تسلم له على راسه باسكو يرجعها لك فريمون جو بارل تاع والله يبيعها لك والله اللهم يبيعها لك ويساعدك في السومه سي ان بو سا باسكو العفو كل كل سوا بون جو في با mon ami parler sur le plan juridique, il est mieux placé en tant qu'avocat, mais en tout cas, on le fait pour quelqu'un qui a commis un acte. Qu'est-ce qu'il a commis? On lui pardonne. L'afou, ça veut dire c'est ça. C'est ça. La grâce, ça veut dire je veux bien te pardonner. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes? Ils ont fait le Hara qui a été Moubarak par le même président. Donc il y a quelque part qui ne va pas. Il y a une époque, il y a longtemps, واحد اسمه يعيطوا له علي السوالي كان يعيط يجري في الطريق ويقول حكومة ميكي داو للحبس في وقت بومدين. Mais vraiment on en arrive là, حكومة ميكي. Le problème c'est qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ce constat, on est quand même dans l'impasse. Ce pouvoir est dans l'impasse et il est capable de raser tout ce qui lui reste pour ses intérêts. Alors, j'ai envie de dire, tant mieux que ces personnes sont sorties parce que c'est important, c'est un moment important. Ça fait quand même un peu sourire que ce soit un 14 juillet. Moi, ça m'avait frappé, je vous dis la vérité, quoi. Je me suis dit, c'est incroyable. Ah non, ça m'avait frappé. Le 5 juillet, ils avaient gracié 18, je crois, ou 21. Oui. Mais après, et là c'est 101, le 14 juillet, tout le monde se pose la question. Ben oui, un 14 juillet, alors pour ne pas être complotiste, de dire c'est François qui décide, donc machin, etc. Mais en tout cas, ça questionne, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas neutre, quoi. C'est pas neutre. Et alors, anecdote, si Wali li daru fil habs parce que الحكومة Miki, aujourd'hui ils ont mis en prison un chanteur de rail qui avait chanté Bello, je crois, ou Bellot. Exactement. Qui avait chanté Tebboune, il avait chanté les louanges de Tebboune. Et aujourd'hui, Dar Ali قال له لعبتها وغلطنا وكذا ومنا دخلوا الحبس. Alors, une info qui vient de me parvenir, autrement plus triste et plus dramatique. Mesouda Chaballah, l'épouse de Fethi Gherres, vient d'être arrêtée. Leïla Hassan Mbtouch, oui. Souria Qouassem, Ben Hala Wahid, Zohira Berkan, à l'instant, ils viennent d'être arrêtés. Alors qu'ils étaient devant la prison. Aujourd'hui même, un militant humaniste, qui est l'un des rares au moment où des lynchages nous visaient, c'est des hommes tels Sofiane Mahdeb, dit Sofiane authentique, qui nous augmentent par leur intelligence. Permettez-moi, par cette intrusion, d'abord de saluer les téléspectateurs. Bien sûr. Et de vous remercier pour l'invitation. Merci. C'est là l'information qui vient de tomber qui nous a... Exactement. Saïd, juste pour apporter quelques précisions. Mesouda Chaballah, épouse de Fethi Gherres, Leïla Taraqli, Hassan Mbtouch, Ben Hala Wahid, Muqarraish Yassine, Souria Qouassem, ont été arrêtés au centre-ville de Bellecour et transférés au centre de sécurité urbaine d'Al-Harrach. Exactement. C'est incroyable. Exactement. D'abord... Ils libèrent d'un côté d'une main et ils incarcèrent de l'autre. Quand l'injustice recule, nous nous réjouissons. Nous sommes contents pour ceux qui vont passer les fêtes avec leur famille. Et... Ah, pardon. Cheb Bello n'a pas été incarcéré. Hein. Il aurait été appréhendé et l'information qui a circulé sur lui ne serait pas avérée. Je vous laisse poursuivre. Et les otages, je m'inscris totalement dans le sens des otages, avez-vous dit. Hein. Des deux plaidoiries. L'une d'Oran et l'autre d'Alger.
les deux plaidoiries que viennent nous faire, l'une sur le plan sémantique, l'autre sur le plan juridique, que viennent nous faire nos avocats. Ces otages, c'est parce que ce système ne peut pas sortir du tout sécuritaire. Il ne sait faire que dans la stratégie militaire, prendre des otages, affaiblir l'ennemi et le pousser à des concessions. L'obsession du système, c'est d'affaiblir notre révolution. D'affaiblir l'ennemi. D'affaiblir l'ennemi. Ouais. Depuis très longtemps que nous disons que le commandement militaire, la présidence, le DRS, le Mukhabarat, l'Irhabia, font dans l'anti-État, l'anti-peuple, l'anti-histoire, l'anti-mémoire. Ils vont achever l'Algérie. Et seul aujourd'hui qui peut sauver l'Algérie, c'est notre révolution. C'est la grandeur de notre peuple. Le peuple n'est pas dans l'impasse. Il est dans une créativité, parfois une colère, mais une colère saine. Le peuple algérien, même au temps où rares ceux qui croyaient, nous y croyons au miracle de notre peuple. Ce peuple qui a sorti, bien sûr, à chacun son 14 juillet. Mon 14 juillet, c'est celui de la marche 1953 à Paris, quand des Algériens furent assassinés. Voici mon 14 juillet. Des Algériens et un Français syndicaliste. Exactement, et un Français syndicaliste. De la CGT. Voici mon 14 juillet. Les faire sortir un certain 14 juillet, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard en politique. C'est un message envoyé au maître de la chaumière et non pas un hasard du calendrier. Et comme il y avait une plaidoirie sémantique, Ar-Ra'fa, laysat bir-rahma, ce n'est pas la grâce, c'est de la pitié, encore plus grave. Comment que celui qui n'a pas pitié à l'histoire de son pays, à la mémoire collective et individuelle, au bonheur des enfants de l'Algérie. Comment que celui qui n'a pas pitié depuis les années 70, qui est là, et je parle du système et tous ceux qui présentent le système, comment que ceux qui n'ont pas pitié pour notre peuple vont avoir aujourd'hui pitié pour quelques enfants du peuple. Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas de grâce. C'est parce qu'ils sont dans une stratégie de distorsion cognitive. C'est pour cette raison qu'ils arrêtent le matin et ils libèrent le soir. C'est pour... dans le langage algérien, ils nous disent « Ils veulent nous bloquer pour nous pousser justement vers quoi? La résignation acquise. Le système, il est dans l'impasse. Le peuple, il est en révolution, en éclosion et en symbiose avec sa mémoire, son histoire, son avenir et son devenir. Issa Rahmoun, au sujet des arrestations dont on vient d'apprendre qu'elles ont touché l'épouse de Fethi Gherras et d'autres, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, comme vient de le dire Saïd, ils sont dans une stratégie qui consiste à nous montrer la carotte et le bâton et à nous laisser choisir? Tout à fait. Pour ma part, je tiens personnellement à dénoncer ce genre d'arrestation parce que Wahid ou Msaouda ou le journaliste Barkan, c'est des militants pacifiques. On a eu beaucoup de réunions avec eux, surtout au siège du MDS, à l'occasion de plusieurs conférences de presse, où ce parti n'a pas fait d'économie pour nous attribuer ces locaux. Pour des jeunes, pour des chômeurs, pour la Ligue des droits de l'homme, on a organisé 2 congrès au moment où le régime nous a refusé l'autorisation d'avoir une salle pour l'organisation du congrès de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Le MDS n'a pas hésité à mettre ses locaux au service des associations, des partis politiques et des collectifs. On dénonce ces arrestations c'est des arrestations de plus. C'est trop grave quand on arrive à arrêter des militants politiques, des syndicalistes, des militants associatifs, pour le simple fait
طلبوا حقوق الناس. يقولوا باللي الجزائريين بغاو يعيشوا في كرامة. Que les Algériens veulent vivre dans la dignité. Et je me place entre Saïd et Senhadja, effectivement. Senhadja, quand elle disait que le régime actuellement, il a su d'une manière ou d'une autre, avec une politique assez machiavélique, de dévaluer les revendications, les objectifs du Hirak et du peuple algérien, du départ du régime à la libération des détenus. C'est pour cela qu'il faut recadrer à chaque fois, baliser à chaque fois, recentrer à chaque fois les débats autour d'une question essentielle, la construction de l'état de droit démocratique avec des mécanismes juridiques et politiques qui permettent au peuple algérien, aux associations, aux partis politiques, à la société civile en général, aux collectifs, aux corporations, d'être des éléments constructifs, d'être des maillons d'une chaîne de développement démocratique et du droit à la fois. Et c'est pour cela que l'élite, les partis politiques de l'opposition, la société civile est plus que jamais interpellée pour recentrer le débat autour de ces questions. Ces arrestations sont arbitraires. Tout le monde le sait. Les juristes savent très bien que les chefs d'inculpation, les procédures suivies par les juges instructeurs ou le parquet ou la République sont arbitraires. Et que ce télescopage entre le juridique et le politique nuit à l'État algérien, nuit aux institutions, enfin, à ce qui reste comme institution, mais réellement nuit à la philosophie, à la politique des institutions, de leur crédibilité et de ce que peut être les institutions de demain. Ils sont dans une logique, dans une démarche de négation. Et peut-être même suicidaire, c'est une fuite en avant. Mais bien sûr, le risque, le risque, Jamal, chers téléspectateurs et invités, c'est qu'ils risquent d'emporter, leur départ risque d'emporter avec eux l'État algérien. Absolument. Parce qu'ils ne sont pas conscients que sont été à rester aux commandes du pouvoir. Cet amour fou du pouvoir, cette obsession du pouvoir peut entraîner avec eux tout le pays. Et restez avec nous. Le Hirak et le peuple algérien doivent rester lucides, très cohérents, très constructifs. Belkacem Naïd Saleh, j'ai posé la question, enfin, je n'ai pas posé la question. Je parlais à quelqu'un, un journaliste français, pour situer un peu. Je lui ai parlé de la situation, je lui ai un peu expliqué. Il m'a dit, mais ce n'est pas possible, tel que vous êtes en train de m'en parler. Lui, il ne connaît pas très bien l'Algérie. Il m'a dit, et que font vos institutions? Que fait la société civile? Que fait la presse algérienne? Que font les organisations des droits de l'homme? Il m'a dit, on n'en entend pas parler de ça. On en entend parler un peu, c'est pas grand-chose. Mais par rapport à ce que vous me décrivez, c'est énorme. Ça aurait dû provoquer une clameur internationale. Et je lui dis, c'est comme ça. À votre avis, qu'est-ce qui fait que la société civile algérienne ne réponde pas de façon qui puisse correspondre à la gravité des dépassements et des violations? Qu'est-ce qui fait que ces institutions, entre guillemets, qui nous agitent sous le nez, qui prennent pour façade, ne fassent pas au moins le minimum pour un peu montrer qu'elles sont là? Qu'est-ce qui explique cette connivence, ce silence quasi général, et surtout, et tout particulièrement, tous ces partis politiques, cette pléthore de partis politiques qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui est là à attendre qu'on lui serve la soupe? Franchement, vous posez une question, mais je vais vous dire la triste réalité. Vous me parlez de partis politiques, moi je les ai toujours appelés les boutiques de politicards. C'est des gens qui ils sont aux alentours de la mangeoire, ils sont là pour servir. C'est des créations du pouvoir. Le pouvoir a créé ce genre concernant la société civile. Il faut savoir, on définit quoi la société civile? C'est le même prolongement des boutiques politicards. C'est des opportunistes
qui sont là pour servir leur propre intérêt et servent de valoir. Ces gens-là ne peuvent pas sortir, comme on dit chez nous dans le vocable populaire, bit ta'a. Ils sont dans la maison de la soumission. Ils ne peuvent pas. Leurs intérêts, leur service dépend du pouvoir. Ils sont là à attendre ce que le pouvoir va leur donner. Alors, cette pléthore, cette galaxie d'opportunistes et de rapines et de tout, elle est là pour servir et ils sont là pour danser quand le pouvoir décide qu'ils doivent danser. Et c'est pour cette raison que c'est une façade qui n'a pas lieu d'être. C'est une façade qui n'existe pas et qui est en déconnexion avec le peuple. Oui, oui. تفضل تفضل سي تفضل الماتر. Oui. Monsieur Alors vous posez la question comme si c'était des institutions normales, des institutions dans un pays normal. Cette société civile, ces boutiques de politicards, et j'en passe, qui n'ont qu'un seul papier qui est l'agrément pour vendre. Ils font, je dirais, par respect à vos téléspectateurs, ce que font l'ancien métier au monde de l'humanité. Ces gens ne font que ça. Ils ne peuvent pas sortir de la maison de l'obédience. Ils sont dans la soumission. On ne va pas leur demander des choses qu'ils ne savent pas. C'est pour cette raison qu'il y a cette rupture. Elles servent de façade, sachant pertinemment, ils ne peuvent même pas descendre dans la rue pour parler aux gens. Et restez avec nous, Belkacem Nassah. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Saïd, vous venez de m'apprendre, parce que vous êtes branché sur Internet, que Exactement. viennent d'être élargis. Hein, Non, non, libérés. exactement. Ils viennent Msouda Chaballah, Leila Trakli, Hassan Mebtouch, Ben Hala Wahid, Mkirch Yassine, ou Souria Kouassem viennent et Zohira Berkan viennent d'être libérés. Ah bah, très bien, bonne nouvelle. Si on parlait de ce qui est en train de se passer au sud, Sahara, Sanhaja, nos compatriotes du sud, dont tout le monde sait que c'est quasiment des citoyens de seconde zone. Hein. On ne peut pas le cacher, ça. Tout le monde le sait. Et qui ont été trop longtemps patients, placides, qui n'ont jamais, j'allais dire, réellement revendiqué leurs droits de façon forte. Là, ils ont dit basta, ça suffit, ça ne peut plus être, et ils sont en train de sortir dans la rue. Nous allons voir d'abord quelques images. Là, nous sommes en train de voir des images de Tindouf, puis c'est Wergla, c'est des images de nuit. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, mes chers téléspectateurs, c'est que dans le Sahara, c'est la terreur qui règne. Les gens ont peur de filmer, et nous allons vous montrer tout à l'heure l'image de quelqu'un qui a été brutalisé par la police. Vous allez voir un peu. Les gens sont terrorisés. Et c'est pour ça que la qualité des films que vous voyez est très mauvaise. On voit que les personnes sont cachées et qu'elles essayent de filmer autant qu'elles peuvent, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres images? Là, c'est Menia. Menia. روح تروح اخويا روح خطينا باقي الوالي ما الرحيله ولا رجوع لا رجوع في قضيتنا لا رجوع في قضيتنا. اليوم في انتفاضه سلميه جماعيه لولايه سكان المنيعه. راح نحكي انا على الجانب الاخر قطاع الصحه رانا مهمشين يعني ما كانش اقل امكانيات ما كانش في المستشفيات تاعنا في ظل هذه الازمه يعني كورونا هذا ما كان والو تروح المستشفيات ما كانش زيد نحكي على مصلحة الاستعجالات ما كانش ثاني كيف يعني ورا حقنا كاع من هذا البترول عندنا حقوق بزاف وما عندناش حقوق يعني رانا نعانيو بزاف زيد ثاني الطريق هذه حساب هؤلاء الشباب البطلين منذ سنين المعاناة. Nous allons vous montrer les images de ce jeune qui a été tabassé par la police.
Je tiens à vous avertir, ce sont des images très choquantes. Nous avons longtemps réfléchi si nous devions les passer ou non. Je crois qu'il faut les passer. Nous ne savons pas dans quel état se trouve en ce moment cette personne, Inch'Allah khair, mais personne sensible s'abstenir, s'il vous plaît. Merci. Nous allons regarder ces images. Voilà, c'est la même personne que vous voyez sous plusieurs angles. Voilà. Dans un état, voilà, c'est bon. Voilà, Sanhaja, donc qu'est-ce qui est en train de se passer au sud? C'est très émouvant, donc du coup, on a un peu de mal de parler de cette situation d'ici, quoi. Hein. Ça fait mal au cœur qu'on arrive là, c'est-à-dire ce pouvoir, il est en train de mener le débat vers quelque chose, vers la violence, alors que le propre du Hirak, c'est Silmiya. Et donc, c'est quand même, pour une fois, pour une fois dans l'histoire, mais peut-être pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas, que le peuple revendique la Silmiya et que la réponse, c'est le bâton. Tout à l'heure, Saïd, il a parlé des manifestants. Je suis ému, hein, vraiment. Vraiment, je suis ému. Il a parlé des manifestants en 1953, qui étaient des militants pour la plupart cégististes et communistes. Et messalistes. Messalistes, tout à fait. D'ailleurs, il manifestait derrière le portrait géant de Messali. Tout à fait. Et que... il manifestait pacifiquement. Pacifiquement, ouais. Et qu'il soit tué, ça... On peut mettre ça sur le dos de la colonisation. C'est ça. Enfin, j'ai pas envie de dire c'est de bonne guerre. C'est pour ça qu'on a donné un peu plus d'1 million pour en finir avec ça. Et quand on a donné le plus de millions, on pensait en finir définitivement, sans être dans la société de Platon. Hein. Il ne faut pas croire. C'est sûr, dès le départ, l'indépendance était... Mais jamais, je pense, hein, jamais on est arrivé à ça. Moi, j'ai vécu les événements de Constantine 86, quand même, hein. 88, il y a eu des morts et tout ça, hein. Il y a eu des morts, mais là, c'est en train d'aller crescendo, quoi. Ça monte et c'est effrayant. C'est effrayant. J'ai envie de reprendre une expression dans le Sud. Ce qui se passe dans le Sud, c'est que c'est un peu le Sud. C'est un bonheur. C'est-à-dire quand on n'est pas... Le Desert Blues, il y a un CD qui s'appelle le Desert Blues, c'est apaisant, les gens sont dans une mentalité vraiment pas conflictuelle, c'est pas génétique, hein, moi je crois pas aux gènes, mais je pense que le climat, le désert, etc., pour en arriver là, c'est vraiment... Voilà. Et là, il faut faire gaffe parce que ça peut aller très très loin. Il y a une expression de Benjamin Franklin qui dit « Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité, ils perdent et la liberté et la sécurité. » Et ça, à un moment donné, le peuple sera conscient, et même si aujourd'hui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire la société, les gens réagissent. Les partis politiques... À leur manière, chacun à sa manière. Il ne faut pas oublier que le Sud est une région enclavée, loin de tout, et qui est très militarisée. C'est comme si c'était un état de siège. Il y a beaucoup de militaires là-bas qui ont feu vert, qui ont carte blanche, qui peuvent emporter des gens, les embarquer. Le DRS là-bas, il embarque qui il veut. Et donc, il faut comprendre un peu la peur qui s'est installée dans cette région de l'Algérie. Complètement. Et il faut dire une chose, c'est que si cette région bouge, je suis un peu contente pour dire que ce n'est pas un complot des Kabyles contre l'Algérie. Ça veut dire du nord au sud, il y a une injustice et qu'elle s'exprime chacun à sa manière. Il y a peut-être une tradition de lutte dans cette région qui s'appelle la Kabylie, mais la révolte, elle est la même partout. En tout cas, le sentiment d'injustice est le même partout en Algérie. Et nous sommes en train d'aller vers une synergie. C'est comme une confluence, de revenir vers de se retrouver un peu tous ensemble. Et juste aussi pour être juste, parce que tous les partis politiques, la preuve, c'est Ras, il est en prison.
C'est le président d'un parti politique. Tous les partis politiques ne sont pas corrompus. Oui. Je pense au parti du MDS, justement, dont Ras est président, le PST et d'autres, les militants du RCD, même s'il y a à redire militants sur du tout FFS. parti. Oui, les militants du FFS, même s'il y a à redire sur la fin. Mais n'empêche, tous ne sont pas RND, tous ne sont pas FLN, Absolument. et ils essayent de résister. Et je pense qu'il faut qu'on les salue, parce qu'aujourd'hui, continuer à lutter alors que le sort de la personne qu'on vient de voir risque d'être Enfin, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Oui. Saïd. C'est Djemeldine. Chaque Algérien qui souffre est un empire de malheur. Je ne sais pas ceux qui sont dans ce système, est-ce qu'ils ont comme ça des moments de lucidité où ils peuvent, comme ça, juste voir ce qui se passe dans le pays, quand dans une région qui procure 90% des richesses nationales, un taux de chômage de jeunes à 65%. Quand plus de 55% qui vivent dans ce même espace vivent sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons les possibilités, bien que tout le pays est délaissé. Problématique du chômage, elle se trouve au nord, au sud. À aucun moment, cet argent, du gaz, du pétrole, n'a servi ni l'Algérie du Nord ni l'Algérie du Sud. Le Sud a été délaissé, abandonné, et là, il y a une jeunesse vampirisée. Il y a une jeunesse qui ne demande que ce que demande toute la jeunesse dans le monde. D'abord, c'est une jeunesse qui est sortie du système des patriarcats. Quand le Wali, aujourd'hui, reçoit encore des imams, reçoit encore des chefs de zaouïa, reçoit encore des notables, ils oublient que le peuple algérien il lui a dit « Le mukhabarat, ça y est, ça ne marche plus. Ça n'opère plus dans la société. Vous avez agi ainsi à un certain moment parce qu'il y avait cette histoire de chape de plomb, des notabilités, entre guillemets, qui taisaient les souffrances du peuple et qui les marchandaient pour des intérêts personnels. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est sortie des schémas des patriarcats. Mais Saïd, je me permets de vous arrêter sur ce point, parce que c'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Il y a une mutation. C'est malheureusement. C'est anthropologie. Oui, mais c'est malheureusement loin d'être le cas. Beaucoup de régions enclavées, ces régions de l'intérieur du pays, le sud notamment, l'est, l'ouest, le sud-ouest, restent encore chapeautées par ces potentats locaux, par ces tribus, ces zaouïas. Malheureusement, elles ne sont pas encore sorties. J'allais arriver, Djemeldine. Le mouvement de Ouargla des chômeurs, né en 2006, est un mouvement formidable. Oui. C'est l'une des premières actions citoyennes et silmia. Aujourd'hui, cette jeunesse, bien que ce système, nous avons vu des vidéos où ce n'est pas le peuple qui brûle des pneus. C'est ce système qui crée parfois des besoins pour offrir ce qu'il peut. Ce système, il fonctionne avec deux leviers. Le premier, c'est la corruption. Le deuxième, c'est la violence. La corruption, à un certain moment, il y avait deux types de corruption. La corruption par le haut et la corruption horizontale. La corruption verticale, c'est celle où on donnait, on distribuait. Et celle horizontale, c'est cette permissivité dans des bassins où on pouvait construire des circuits économiques, où on pouvait construire des plateformes de libre-échange, où on pouvait construire des projets structurants, où on pouvait construire aussi avec les régions limitrophes, à savoir le Mali, la Libye, le Niger, le Tchad, construire une vision de co-développement. Ils ont substitué à ça de l'informel, de la contrebande qu'ils géraient par le haut et ils utilisaient les leviers de permissivité, l'impunité et fermer ses yeux, ainsi de suite, pour justement acheter la paix sociale. Depuis qu'il y a eu
l'effondrement du Mali, l'effondrement de la Libye, la fermeture des frontières, mais il y a plus grave encore qui vient parce que nous avons entendu l'ouverture des frontières avec le Niger. Nous disons à ce système, la guerre entre les régions, elle n'aura pas lieu en Algérie. La guerre entre les civils, elle n'aura pas lieu en Algérie. Et toute forme de création d'un besoin de décentralisation dans le cadre de ce système n'est que perversion et manipulation. Le Sud est algérien. Le Nord est algérien. La Kabylie est algérienne. Le Mzab est algérien. Les Touaregs sont algériens. Nous avons compris ce que vous allez faire. Et au Niger, est-ce que l'ouverture de ces frontières, ce n'est pas pour permettre l'intrusion du terrorisme, genre AQMI qui était géré par le DRS, pour justifier par la suite envoyer les militaires algériens en dehors des frontières? Nous avons compris, le peuple algérien est plus intelligent que ce système. Le système, il est à la traîne. C'est pour cette raison, j'essayais de donner la différence qu'il y a entre cette mutation sociale et sociétale des jeunes dans le Sud, dans le Nord, le mouvement du gaz de schiste dans le Sud, mené par les femmes à Ain Salah, les mouvements écologistes. Au Sud, ils sont plus en avance que le Nord dans les questions écologiques et dans les questions de citoyenneté. Et ça, c'est très très important à le dire. Et nous disons à nos frères et nos sœurs du Sud, de cœur, de sang, de conviction, d'Algérie algérienne, on est avec vous. Ne tombez pas dans le piège du système. Silmia, Silmia, Silmia. Avec la Silmia, on a fait des arrêts cardiaques. C'est la vie. Avec la Silmia, il y a plus de 50 généraux qui sont rentrés. Et l'une des incohérences de ce système, il nous dit, Bedissia, c'est un général, ainsi de suite. Mais comment se fait-il que ce ombrage journalistique, celui qui m'a diffamé, celle qui nous a diffamés, qui nous ont insultés, sont dans la nature? Ça, c'est les contradictions. Ils veulent juste séduire une partie du peuple en disant, regardez, celui qui est à l'origine, on l'a envoyé en prison. C'est simple, clair, net et bien précis. Ce n'est ni Chingiriha, ni Toufiq, ni Djbar Mahanna, ni l'Amerini qui est une solution pour l'Algérie. C'est le peuple algérien. Aïssa Rahmoun, Saïd vient de soulever une problématique très intéressante et très actuelle, celle de ces potentats locaux, de ces relais sociopolitiques qu'utilise le régime en échange d'une grosse corruption. Il leur graisse la patte, tout ça. Comme au temps de la colonie. Absolument, absolument. Alors, pour tenir ces foules, comme ils disent, ces populations, et là, dans le Sud, le scénario, le cliché est en train de se reproduire. Ils sont en train de contacter les potentats locaux, Choyouk al-Qabilat, ou Choyouk al-Zawaya, ou Tariqat, ou les contrebandiers locaux, les milliardaires locaux, pour leur dire احكموا اولادكم ما تخليوش اولادنا يديوهم يفلسوهم الاولاد القبايل واولاد الجزائر احنا اولادنا يطيعوا الكبير ويطيعوا الدين ويطيعوا هذا ما راح يفلسوهم. C'est exactement la stratégie qui est en train d'être mise en place pour empêcher les jeunes du Sud de rejoindre le Hirak, non pas dans un élan de front social, mais dans un élan de contestation politique. Aïssa Rahmoun. Oui, tout à fait. Le régime est en train de créer des barrières, des frontières entre les Algériens. Ça, c'est dans sa nature. Je me souviens d'une message de Hossein Rahmou à l'occasion d'une lutte d'appareil sur les élections au niveau du Front des forces socialistes qui disait la chose suivante. Je refuse la culture du tonton Macoute, du caïd de quartier, qui distribue des barnous à des bni ammi, à des bni khali, du jamais vu chez nous, dans notre culture, dans notre philosophie, mais c'est du déjà vu au temps colonial. Rappelez-vous de l'épisode de Khanchla, ou Tbessa. C'est au niveau des Aurès, qui sont des villes frontalières avec la Libye, la Tunisie, où les services de sécurité ont instrumentalisé, ont menacé
ont pris en otage les chefs des contrebandiers pour combattre le Hirak. Que ce soit à Batna, Khanchla. Je confirme. C'était une opération qui avait touché. Ils ont envoyé des gens du pouvoir parlementer avec les gros trabandistes de Sogarast, Bissa, Khanchla, El Oued, pour empêcher les jeunes de ces régions de rejoindre le Hirak, en les menaçant que s'ils laissaient les jeunes sortir, alors ils pourraient dire adieu à leur subside. Et je vous laisse poursuivre. Eh bien, imaginez que ces contrebandiers, c'est tout un réseau. Et quand on parle de réseau, soit sur sa description juridique et politique, même mafieux à la fois, je souris un petit peu, parce que c'était aussi un télescopage entre le juridique, le mafieux et le politique. Ils ont combien d'éléments qui travaillent avec eux, qui travaillent à leur compte, et ceux qui travaillent à leur compte, c'est aussi des familles. Ça te fait quand même une mafia locale. On parle de 30 000 familles dans cette région. 30 000 familles qui vivent de la contrebande sous les ordres de ces gros trabandistes. Eh bien, ces familles sont les premiers avant-gardistes de la contre-révolution du contre-Hirak. Est-ce que ça a empêché, pour être très positif et aussi être dans l'espoir révolutionnaire, est-ce que ça a empêché les jeunes de Khanchla, à l'occasion des feux de forêt qui ont éclaté dans cette région et à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur et celui de l'Agriculture, est-ce que ça les a empêchés de les chasser comme des contrebandiers? Non, la réponse est non. Ils peuvent manipuler, ils peuvent gérer, ils peuvent dissuader une région, une jeunesse, pour une partie du temps. Mais ils ne pourront jamais arrêter ce processus historique qui est le processus du peuple algérien, la réappropriation du pouvoir politique, de la souveraineté populaire. Effectivement, ça n'existe pas seulement dans les régions frontalières où le marché juteux de la contrebande fait des milliardaires et des millionnaires et des milliardaires. Ça existe même au Nord. À l'occasion des élections d'ailleurs, surtout les élections législatives, le régime avait tenté de revoir, de recréer sa base sociale avec des députés. Quand on parle de députés, c'est aussi des familles. Et voilà une autre forme de contrebande politique. En pleine révolution, le régime organise des élections législatives. C'est dans son agenda, c'est dans la feuille de route du régime, c'est dans sa nature, c'est dans sa stratégie. Avoir des députés, c'est avoir aussi leur famille, probablement leur village, leur tribu. Est-ce que ce plan a marché? Allô? On vous écoute, Aïssa Rahman. Est-ce que ce plan a marché réellement? On retrouve les résultats qui ne dépassent pas les 5%. La réponse est très claire du peuple algérien. Tantôt le régime essaye de restructurer sa base sociale, tantôt le régime essaye d'utiliser les tontons macoutes, les caïds de quartier, ces soi-disant notables qui sont toujours inféodés au régime. C'est les nouveaux caïds du régime algérien. Si la France coloniale avait ses caïds, avait ses mouchards, avait ses indicateurs, le régime, par la force de l'argent, par la loi de la force, et aussi par la force de la corruption politique, essaye de restructurer sa base sociale. Les résultats sont là, des protestations, un refus électoral, un rejet électoral, un divorce total avec le régime. C'est la rupture, ils ne peuvent jamais remédier à la rupture. Alors, restez avec nous. Belkacem Naïd Saleh, sur ces tentatives de ce régime de tout faire pour empêcher les régions d'Algérie de faire jonction, pour continuer à laisser croire que le Hirak n'est que le Hirak d'Alger, de la Kabylie, que le reste du pays ne se sent pas concerné, qu'il n'est pas concerné, qu'il est content de son sort, que tout va bien, qu'il a élu Tebboune, qu'il a voté pour la Constitution et autres fadaises du genre, de ces techniques, de ces méthodes
qu'ils utilisent notamment par le biais des relais sociopolitiques, des relais tribaux, des potentats locaux, des trabendistes, des zaouïas et des trafiquants de kif, des trafiquants de cocaïne, pour essayer de d'empêcher les régions de faire jonction et de s'unir dans un seul et même Hirak. Je dirais que le Sud, nos sœurs et frères du Sud ont posé la question fondamentale, existentielle, qui est celle de la citoyenneté et de la dignité de l'Algérien. Ils l'ont posé de cette manière. Le Hirak était la résultante du mouvement des chômeurs il y a plus d'une dizaine d'années à Ouargla et aux environs. Le mouvement anti-exploitation du gaz du site, ces mouvements ont été les précurseurs du Hirak. Le Hirak, quand il est venu, c'était la résultante de toutes ces contestations. Nos frères et sœurs du Sud ont été les premiers, les précurseurs de la contestation et du Hirak. Il faut le reconnaître. Le pouvoir veut réduire cette contestation de la dignité et de la citoyenneté à une question de disparité et de développement économique. Alors qu'il y a des régions au nord de l'Algérie qui sont plus pauvres que le Sud. Le Sud a été toujours marginalisé et je dirais même soumis et regardé d'une manière un peu, je dirais, inhumaine, irrespectueuse. On ne respecte pas les gens du Sud et ça c'est une réalité. Concernant les manœuvres, on a toujours besoin de ceux qui ont bénéficié de la rente, de ceux qui savent être la base et la clientèle du système. Quand vous me parlez de ceux qui ont... Il y a une économie informelle en Algérie, de 60% de l'économie, sinon plus, qui est informelle, qui échappe au contrôle de l'État, qui est hors en parallèle de l'État. Et ça, c'est plus grave. Alors que l'État elle-même doit d'une manière ou d'une autre restructurer l'économie, restructurer le développement, les institutions. Mais l'économie informelle, Belkacem Naïd Saleh, elle est entre les mains de ce même régime. La meilleure preuve en est que cette mafia qui capte aussi les liquidités, la monnaie, qui est censée relever de la souveraineté nationale, elle capte 60 à 70% au moins de la monnaie fiduciaire. Et elle n'a pas décidé de changer la monnaie, ce qui aurait pu lui permettre de faire récupérer par la Banque d'Algérie la totalité de ces liquidités qui sont captées, qui sont confisquées par une économie informelle qui fait la loi et qui est composée des principaux barons du régime. Mais qui ont leur prolongement dans la société, par l'intermédiaire de ceux qui font dans l'informel, dans le commerce informel, dans tous les services, tout est devenu informel dans ce pays. Seul qui n'est pas devenu informel, c'est le peuple. Dans ce pays, tout est informel, sauf le peuple qui n'est pas informel. C'est des Algériens qui réclament le droit à la dignité, le droit à être les maîtres chez eux, d'être souverains sur leur richesse, et on essaye de leur dire que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution politique à un problème qui est existentiel. L'Algérie ne se fera pas sans le peuple. L'État ne se fera pas sans le peuple. Et c'est ça les craintes et les peurs qui nous angoissent. Nous avons peur pour ce pays-là. Si nous continuons à ne pas entendre et à ne pas voir la question pertinente de nos frères et sœurs du Sud et la question pertinente du peuple et revenir à la légitimité et considérer ce peuple comme un peuple qui n'est pas mineur, que ce n'est pas un peuple qui doit être soumis. Il n'est pas acceptable qu'après avoir payé un tribut lourd pour l'indépendance, que les Algériens vivent sous la soumission, vivent dans la peur, vivent dans l'inégalité. Les Algériens ne sont pas égaux devant la loi. Ça, c'est un drame. Alors quand je lis le manifeste du 1er novembre 54 et je vois la situation de l'Algérie, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Sommes-nous réellement souverains? Sommes-nous réellement indépendants? Les Algériens ne sont pas égaux. Et ça, c'est une réalité. Et c'est la triste réalité. Et je dirais, c'est pour cette raison que le Hirak existe, il existera. C'est le seul moyen de... Et restez avec nous, justement, et c'est pour
ces raisons que le Hirak existe et existera. Sanhaja Akrouf, est-ce que cet été est réellement celui de la maturation pour le Hirak? Est-ce qu'il est réellement celui de la décomposition pour le régime? Parce que nous sommes en train de voir tous les jours, Saïd a dit tout à l'heure, il y a une 50aine de généraux entre prison et fuite à l'étranger et se terrer chez eux à la maison en attendant d'être arrêtés. Dans le même temps que le Hirak, on a l'impression qu'il est en train de se ramasser, de se préparer. Et demain, et le vendredi 126, est-ce que vous croyez que ça va redémarrer demain, que ça va redémarrer les prochains vendredis, de façon aussi forte que celle du début, je veux dire? Moi, je ne sais pas. S'il redémarre demain ou dans 4 vendredis, en tout cas c'est aux Algériens en Algérie de voir. Moi je refuse et je ne suis pas d'accord avec les gens qui appellent de Paris. Parce que ceux qui sont sur le terrain, qui risquent leur vie, ils sont quand même pas inconscients, ils le savent, ils savent quand il faut sortir. Et ils ressortiront. Et ils ressortiront d'autant plus que moi je pense que l'été, il y a des chances ou il y a des risques que ça passe inaperçu parce que de toutes les façons, les gens sont préoccupés parce qu'il y a une montée du Covid extraordinaire. On n'en parle pas beaucoup, mais je ne sais pas parmi vous... 1 millier de cas chaque jour et des dizaines de morts, nous dit-on. En tout cas, chaque fois qu'on appelle, on apprend que quelqu'un qu'on connaît est mort. Voilà. Et quand je dis quelqu'un qu'on connaît, ce n'est pas quelqu'un qui a 90 ans, c'est plutôt la quarantaine, la cinquantaine, etc. Donc ça, c'est une préoccupation importante. Nous le savons, ce n'est pas propre à l'Algérie. L'été, d'ailleurs, c'est en France, la France est spécialiste pour ça, de faire passer toutes les lois à l'été parce qu'il y a une vacance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les lois antisociales. Toutes les lois antisociales sont passent l'été, en tout cas en Algérie et ailleurs. Mais moi, je pense que le septembre va être dur parce que les gens... Rentrée sociale. La rentrée sociale va être très très dure parce qu'entre les gens qui n'auront même pas avec quoi acheter le cartable de leurs enfants, qui n'auront pas faire manger leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école, parce que même l'école n'est pas privée. Ceux qui ont les moyens, ils envoient leurs enfants dans les écoles privées, mais même l'école algérienne est devenue presque privée, parce que les enseignants, le cartable est cher, le livre est cher, etc. Donc, et la rentrée sociale va être très très dure. Il y a des gens qui n'ont pas repris le travail, qui n'ont pas retrouvé leur salaire. Il y a des travailleurs, et moi je salue mes camarades de numérologues qui luttent depuis plus d'une année, parce qu'ils ont essayé de s'organiser dans des syndicats. Dans un syndicat, ils ont été licenciés. On leur a refusé le droit d'être syndiqués. Et pourtant, ils tiennent. Chez Rabrabin, rappelons-le. Exactement, exactement. Et donc, toute cette réalité, je pense que, est-ce qu'il faut sortir pour sortir comme on est sorti en février? Je pense qu'il y a deux choses. Là, on a la chance... Bon, il se trouve, j'ai failli dire que Saïd, on s'est connu pendant le Hirak, c'est faux, on s'est connu avant, mais bon, nous, on est militants. Mais il y a beaucoup de gens, moi, sur la place, par exemple, de la République, que j'ai connus depuis le mois de février. Et c'est le cas de beaucoup d'Algériens à Alger, à Oran, qui ne se connaissaient pas. Donc, on a cette chance on s'est découvert. Il y a eu, le pouvoir, il a joué toutes les cartes. Hein. Il a joué la carte Bédissia Novembaria, il a joué la carte Arached, il a joué la carte du MAC, du drapeau Kaby, Amazir. Ça marche un moment, mais les gens ne sont pas dupes. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Et ceux qui alimentent de part et d'autre ce pouvoir, parce que ceux qui alimentent cette division, par exemple du côté kabyle ou du côté islamiste ou badiciste, etc., à un moment donné, la réalité va prendre le dessus parce que les gens, on commence à se... Moi, on va me dire... allez, M. Benchenouf, DRS, etc. Je ne peux pas le croire, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît. Et ça, je pense que c'est un acquis qui fait très peur au pouvoir. C'est un acquis qui fait très très peur au pouvoir. Et j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, c'est quoi 2 ans dans l'histoire d'une nation? Sur du solide. Parce que sinon, on peut ressortir dans le 15 août, c'est possible dans l'absolu. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se pose, qu'on se construise et
et qu'on essaie d'avoir un programme et qu'on essaie de réfléchir entre nous. Et tous ensemble. Et c'est possible. Et c'est possible. Aïssa Rahmoun, est-ce que demain est le vendredi 126, est-ce que le Hirak, qui semble être en train de se ramasser dans le sens perspective, hein, dans le sens avenir, qui est en train de respirer, est-ce que vous pensez qu'il va se poursuivre uni comme il l'était sous des revendications purement politiques, ou est-ce qu'il va être composé de deux moteurs essentiels qui seront celui de la revendication socio-professionnelle, de la revendication de la colère, de la misère, de la faim, des salaires, du chômage, etc., accompagné des revendications politiques aussi, ou est-ce que ce sera fusionné en un seul mouvement où il y aura un peu de tout? Je ne pense pas qu'on peut dissocier les revendications socio-professionnelles, socio-économiques et la question des revendications droits civils et politiques à la fois. Les deux se rejoignent et à la base, ça demeure et ça reste des revendications, des objectifs. Je préfère parler d'objectifs politiques parce que les revendications en termes de sémantique aussi, c'est quand on a un pouvoir légitime, quand on a un pouvoir qui respecte la séparation des pouvoirs, quand on a un pouvoir démocratique dans un état de droit, on peut formuler des revendications à la base d'un travail syndical, associatif, corporatiste, etc. Mais quand il s'agit d'un état négatif, Poursuivez, on vous écoute, on vous écoute. On vous écoute, Aïssa Rahmoun. Nous avons perdu Aïssa Rahmoun, nous allons le retrouver dans un moment. Saïd, le Hirak, comment il va se comporter maintenant? Parce que c'était prévu, c'était prévisible et c'était prévu par tout le monde. Tous les observateurs avaient dit clairement que la crise économique allait débouler incessamment, à très court terme, que le régime avait perdu les moyens de ses méthodes, il ne pourrait plus pratiquer cette corruption de masse et cette rente pour acheter la paix sociale, et que le Hirak pouvait se durcir par un apport de revendications économiques. Vous savez, d'abord, le 22 février, aucun Algérien n'est sorti pour sortir. On est sorti pour faire la révolution. Il viendra le jour où on va écrire, avec toutes les tentatives de manipulation, de circonscrire notre révolution, parfois au départ de Bouteflika, d'autres fois à des luttes claniques, d'autres fois à être portés par le vent de l'Mukhabarat. Nous sommes restés stoïques. Le peuple algérien a dit istiqlal. L'indépendance de la justice, de la police politique, l'indépendance des partis, des structures, de la société civile, de la police politique et du DRS, l'indépendance de l'économie, de l'argent sale, l'indépendance de la diplomatie, des ingérences étrangères, l'indépendance dans la gestion de nos ressources, de nos potentiels, de nos capacités. Et le peuple algérien est en train de mûrir le nouveau projet, car programme, c'est pour un parti politique. Le peuple algérien est en train de mener une révolution pour le nouveau projet à Algérie. Parce que le premier projet à Algérie a échoué, celui de doter l'Algérie, une Algérie démocratique et sociale, avec une inspiration des résolutions de la SOMAM, a échoué. Parce qu'un certain été 1962, l'armée des frontières est rentrée sur les chars pour marcher sur des corps des Algériennes et des Algériens et squatter l'indépendance. Cette reprise historique du 22 février, elle est en marche. Et cette dynamique, ce n'est pas simplement les marches. Je crois que le peuple algérien, الذي طلق هذا النظام بثلاث
طلق رئيسه برلمانه دستوره طلقه بثلاث. C'est des hiracs d'intelligence. C'est des hiracs de... On reste toujours dans la matrice. Et la matrice, c'est la silmia. Et on a bien vu l'érosion, y compris parce qu'ils ont les capacités de mentir, de manipuler. Et d'ailleurs, le chanteur qui a été arrêté. D'ailleurs, nous n'avons pas signalé que nos amis ont été libérés, hein, Saïd. Exactement. Saouda Chaballah et les autres, hein, ils ont été libérés. Exactement. Et d'ailleurs, le chanteur qui a été arrêté, il a vécu un certain moment. Bilou, il a vécu à Tebboune. Et puis il a fait une chanson. Voici la chanson pour laquelle il est arrêté. Comment se fait-il? Un chanteur qui dit juste une vérité, il croit ou il ne croit pas, c'est juste une expression. Celui-là, il dit via mzia ou il dit via la pitié pour me faire sortir de prison. Si ce n'est pas une manipulation, bien qu'on est content pour ceux qui sont libérés. Maintenant, notre dynamique révolutionnaire, elle crée, elle innove, elle apporte. C'est un printemps éternel qui est en train de libérer pas simplement l'Algérien et le peuple algérien. Sinon, je vais vous donner quelques éléments. Il y a bien une pénurie d'eau. On peut parfois fermer ses yeux quand on ferme la rue. Dans Dar el-Baïda, à Alger, aujourd'hui, il y a eu des citoyens qui sont sortis. C'est légitime, il faut sortir. Le mouvement national, Ali Laimesh, il était d'abord dans le monde ouvrier. Et puis par la suite, c'était transformé il y avait la jonction entre la revendication politique qui est celle de l'indépendance de l'Algérie et celle des droits des Algériennes et des Algériens de vivre dignement. Je crois aujourd'hui, la crise mère, c'est une crise politique. Quand le peuple algérien, il dit istiqlal, quand le peuple algérien, il dit medaniya machi askariya, quand le peuple algérien, il dit tnahaouga, sauf pour cette élitocratie qui n'a pas les capacités de traduire ou de comprendre, parce qu'ils n'ont pas vécu avec le peuple. Ils n'ont pas les capacités de traduire politiquement, juste de comprendre les aspirations du peuple. Quand le peuple, il dit istiqlal, traduisons istiqlal. Traduisons-le sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan d'une solution. Et le peuple algérien est en train de la mener, cette solution. Combien de débats il y a? À un certain moment, on ne pouvait pas débattre. On ne pouvait pas. Aujourd'hui, il y a des débats. Le peuple algérien a libéré la parole, a libéré l'espace public. Et le premier élément de transformation au niveau de la société, au niveau de la praxis politique, au niveau du paradigme politique, au niveau de l'organisation, c'est d'abord l'espace politique et la parole. Mais il y a certains, ils pensent organisation. Le peuple algérien, il n'est pas dans les formes d'organisation classiques comme nous les avons connues. Il est dans des formes d'organisation que le monde n'a pas encore connues. D'ailleurs, c'est quoi une révolution? Une révolution, en un sens, c'est il y a un philosophe qui dit la révolution, c'est quand il n'y a pas de mots. À une situation, il faut inventer un mot. Le peuple algérien, il l'a fait. La silmia, il l'a inventé. Laissons au peuple algérien le temps d'y aller vers l'émergence du potentiel, l'émergence de nouvelles idées, le vivre ensemble, la convivialité. Comment, à un certain moment, allez, soyons francs. Si le drapeau, par exemple, le drapeau amazigh, toute la manipulation qu'il y a eu derrière, elle s'était faite avant le 22 février. Qu'est-ce qu'on aurait vécu dans le pays? Si El Badissi Novembria, et l'histoire retiendra celui qui a mis en échec la Badissi Novembria et son projet à la place de la République. Un jour, nous allons en parler. Nous allons en parler, non prénom. La Badissi Novembria. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons jouer le jeu clanique.
Nous, on les renvoie dos à dos, tous les clans. Le peuple algérien, il a tracé sa voie. Il est en train de le faire et il ne va pas s'arrêter, même si ce système, il est en train d'utiliser, encore une fois, tous les éléments. Et l'union du peuple, elle est là, elle est sur le terrain. Combien d'affiches que nous avons vues à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Bouira, à Boumerdes, Khenchla. Et d'ailleurs, avant de finir, moi, je n'ai pas peur pour l'Algérie. Je vais vous donner une image. Quand les jeunes de Khenchla sont revenus avec les pelles sur l'épaule, ils marchaient dans la rue. Qu'est-ce qu'ils chantaient? من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال الاستقلال ينادينا الاستقلال الاستقلال الوطننا تضحيتنا للوطن تضحيتنا للوطن خير من الحياة وأضحي بحياتي وبمالي عليك. Regardez ce que chantent les jeunes Algériens. Ils sont prêts à tout donner pour l'Algérie. J'ai pas peur pour l'Algérie. Saïd, militant de cœur et de sang et d'âme jusqu'au bout. Mais c'est l'amour de l'Algérie. Bravo. Au-dessus de tout. Aïssa Rahmoun, c'est le dernier tour en très peu de temps, 1 minute chacun. Il semble réellement que cet été va être un été décisif et pour le Hirak dans le bon sens et pour le régime pour l'accomplissement de sa totale décomposition et de sa totale déconfiture. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et ce sera le dernier tour de micro. Aïssa Rahmoun. Permettez-moi de rebondir sur la dernière question que vous m'avez posée. Effectivement, pour demain, l'annonce de demain et du Hirak, il faut qu'on soit très intelligent, mais aussi très sage. Pourquoi? Parce que, comme Sanhaja l'avait dit, il y a le Covid qui est relancé d'une manière vraiment inquiétante. Et effectivement, on perd de jour en jour des amis, des membres de nos familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité sanitaire, il n'y a pas de sécurité médicale, il n'y a pas de moyens. Et aussi, il y a une négligence de la société algérienne par rapport à cette pandémie internationale. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va avancer? Je ne peux pas me prononcer au risque d'être indexé ou de pointer du doigt qui m'écolo. L'été 62 avait détruit l'Algérie. L'été 2021, espérons qu'elle va construire l'Algérie. Alors, j'espère qu'il y a des gens dans le régime, qu'il y a des cadres dans le régime, qu'ils soient dans les ministères, dans différentes institutions de l'État algérien, qui ont cet amour du pays, qui ont cette raison, ce cœur pour le peuple algérien. À chaque fois. C'est le peuple algérien, on est à la veille l'Aïd al-Adha. ما يضحيوش بالشعب، ما يضحيوش بالدولة، ما يضحيوش بالمسار الثوري، ما يضحيوش بأمل الجزائريين، ما يضحيوش بأمهاتنا وأبنائنا وللجينيراسيون فيتور. Merci. Merci, Aïssa Rahmoun. Je suis désolé, je vais devoir interrompre le tour de micro. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je ne pourrai pas vous donner le mot de la fin, malheureusement. Juste une chose, Selmiya, Khawa. N'oublie pas, comme vient de le rappeler Maître Aïssa Rahmoun, que la pandémie est en train de faire des ravages dans le pays. Prenez soin de vous, protégez-vous, gardez vos distances sanitaires. ربي يجيب الخير وبقاو على خير. ما تسلموش على رواحكم. سي امبورطون ما تغافروش على
على بعضكم بالتسلم في العيد. في العيد ما نسلموش على بعضنا من بعيد هكا سلام C'est وسلام. important, ça se transmet par la salive. ميرسي بوكو بقاو على خير.